La bonne fois cette fois. Encore une fois, merci pour l'organisation. Et voilà, je vais vous parler encore une fois des défis qu'on a eus et qu'on a toujours aux urgences quant à cette épidémie et pandémie qui est le Covid-19. Donc voilà, je disais tout à l'heure que c'est une crise qui est plutôt intégrée dans ce qu'on appelle la médecine de catastrophe, que la médecine d'urgence et la médecine de réorganisation et d'adaptation chaque fois qu'il y a une situation difficile, qu'il y a plusieurs défis malgré des moyens qui sont très limités parfois. Et c'est pour cette raison qu'on s'est adressé à plusieurs partenaires dans la société pour gérer cette catastrophe. Donc, voici la première pandémie de grippe espagnole où il n'y avait pas encore cette discipline de médecine d'urgence. Et tant mieux, cette fois, il y a la médecine d'urgence pour un peu essayer de laisser sa place ou de voir un peu l'organisation et d'intégrer la logistique de prise en charge de cette catastrophe. Donc, je vais commencer par parler du Covid aux urgences. Comment est-ce il aurait pu un peu perturber le travail des urgences et c'est pour cette raison qu'on a un peu réorganisé notre plan d'action, notre démarche de travail avec plusieurs partenaires. Donc, vous savez tous que l'afflux aux urgences, surtout en Tunisie, ça intéresse une population assez conséquente. Les deux tiers de la population tunisienne passent aux urgences, malgré une structure architecturale parfois ou souvent pas optimale pour cet afflux assez important, des moyens techniques qui sont souvent insuffisants. Et avec ce Covid, il y a eu nécessité de créer des circuits dont on a parlé très bien tout à l'heure avec Dr Maghraoui, donc l'intérêt de séparer les patients infectés suspects et les autres patients non Covid. Donc, comment est-ce que cette pandémie a un peu perturbé l'arrivée aux urgences ou le travail aux urgences parce que on ne vous cache pas qu'il y a eu une grande appréhension de la contamination, que ce soit du personnel, de leur famille ou des autres patients par cette infection ou par ce virus Covid-19. Euh, il y a eu la nécessité d'intégrer de nouvelles habitudes d'hygiène, d'habillage, de déshabillage, de nettoyage des locaux également, de nouvelles techniques de protection pour les soignants et il y a eu plusieurs interventions intéressantes sur ce sujet avec des recommandations actualisées pratiquement toutes les semaines. Quels moyens pour quels patients donc pour les protéger. Il y a eu au tout début du mois de mars une grande panique dans la population et il y a eu une hausse du pic de consultation de peur d'avoir ce virus et il y a eu beaucoup de patients qui venaient juste pour se faire tester et qui n'étaient pas vraiment assez conscients qu'il fallait vraiment respecter cette distanciation sociale. Et c'était le rôle des urgences dans tout ça pour réorganiser et le fonctionnement des urgences, mais également de l'amont et de l'aval des urgences. Alors, comment est-ce on a procédé dans tout ça? Je vais commencer par ce qu'on a fait dans notre structure ASFAX. Donc, on a commencé, comme on est un service d'urgence et de SAMU également et de SMUR, donc cette réorganisation a intéressé en premier les SAMU, que je salue par cette occasion, les SAMU qui ont été les premiers intervenants dans cette pandémie en Tunisie et dans plusieurs pays européens parce que ils ont dû réorganiser leur structure, leur démarche de travail pour assurer les prélèvements, le diagnostic, mais également donc assurer la formation de l'habillage, de déshabillage, de donner des conseils téléphoniques à la population, parfois de convaincre qu'il est nécessaire de rester à la maison et que ce sont les équipes du SMUR qui vont se déplacer à la maison pour effectuer les prélèvements. Et même au sein même du SAMU, là c'est des photos de notre SAMU, on a dû réorganiser et réaménager les locaux pour un peu augmenter l'effectif. On a multiplié par 6, on est passé d'un seul médecin et de 3 lignes téléphoniques à 13 lignes téléphoniques. On a augmenté les effectifs également des équipes médicales et paramédicales pour un peu gérer l'afflux massif des appels, rien que pour demander des conseils assez souvent. Donc, en plus de la réorganisation préhospitalier,
il y a eu aux urgences la réorganisation obligatoire en plusieurs parcours patients, comme ça a été expliqué dans d'autres interventions. Et donc, on a commencé à partir du 25 mars, on a bataillé pour ça, pour avoir un circuit de pré-tri Covid aux urgences. Et ce sont les urgentistes qui ont assuré, avec un tableau de garde effectivement de tout l'hôpital, avec le partenariat de tous les infirmiers de l'hôpital et d'autres même bénévoles, vous voyez sur cette photo, donc l'intervenant du Croissant Rouge, pour assurer, ça a été la seule entrée de notre hôpital, pour assurer et l'entrée du personnel et mais également l'entrée des patients qui arrivent aux urgences. Donc, ce pré-tri a été encore une fois une collaboration conjointe, même vous voyez sur cette photo à gauche, donc comment ça a été réaménagé les locaux. En plus des locaux bâtis, on a augmenté les locaux donc pour accueillir éventuellement et l'équipe de garde, mais également les patients en attente de transport vers le centre Covid, parce que le centre Covid n'est pas au sein même de nos urgences, donc c'est dans l'autre côté d'hôpital. Effectivement, pour mieux organiser tout ça et le parcours patient, on a élaboré conjointement avec le comité Covid ou la cellule de crise ces différents parcours, donc ces différents posters qu'on a affichés à l'entrée d'hôpital, à la salle de pré-tri, mais également au sein même de l'hôpital. Là, c'est une affiche de parcours intra-hospitalier en partant des urgences aux différents autres secteurs Covid, tels le centre de radio, la réanimation, le bloc opératoire, pour qu'il n'y ait pas de croisement des patients Covid et non Covid. Et on a veillé à afficher ces différents posters dans le service des urgences. C'est vrai qu'il y a eu par la suite, la troisième semaine du mois de mars, une baisse. Vous voyez, c'est un couloir vide, là, une baisse du nombre de passages aux urgences par les autres pathologies non Covid, mais on a eu ce souci d'être déjà préparé à l'accueil des patients Covid. Donc, tout ça a passé obligatoirement par la case formation des soignants, et ça a été par plusieurs moyens. Donc, on s'est basé au tout début du mois de mars sur des moyens plutôt audiovisuels. Donc, on a recueilli sur YouTube des autres sociétés savantes également, des chaînes, des vidéos explicatives. Mais par la suite, on a un peu passé à nos propres moyens par la simulation et les ateliers pratiques. Donc, les premiers qui ont été formés ont été les équipes du SMUR. Comment s'habiller, se déshabiller avec les équipements nécessaires, comment réaliser le prélèvement nasopharyngé, comment également donner des conseils parfois pour expliquer la nécessité de rester à la maison, mais également concernant les gestes invasifs pour lesquels on s'est préparé, en l'occurrence la technique d'intubation comme vient de l'expliquer Dr Wannes. Donc, c'est un exemple d'affiche qu'on a élaboré à l'hôpital. Donc, c'est l'un des exemples, mais il y en a plus, il y en a d'autres qui sont un peu plus élaborés. Là, ça a été des vidéos qu'on a faites au service pour un peu nous entraîner. Ça a été un mannequin qu'on a utilisé plusieurs fois pour entraîner les différentes équipes, comment utiliser ces nouveaux moyens de protection comme cette box d'intubation. Là, ça a été un laryngoscope habituel Macintosh, mais on attend du vidéolaryngoscope. Et également toute la technique d'intubation, on a essayé de former les différents soignants et à chaque fois, ça a été un médecin, un technicien, donc un infirmier à 3 personnes pour être en situation réelle pour que le jour J, ça ne soit pas la première fois avec une panique devant un patient en détresse. Donc, pourquoi tout ça? Parce qu'aux urgences, c'est vrai que le pré-tri est censé un peu protéger les urgences donc Covid. Toutefois, il y a des présentations assez atypiques. Chaque fois que c'est respiratoire, on se méfie un peu plus, mais il y a des tableaux cardiologiques, des tableaux neurologiques et autres. Et on a eu plusieurs cas qui avaient un score qui est très bas de suspicion de Covid, très bas, mais c'est par la suite que donc l'exploration paraclinique ou l'examen, ça a changé carrément la donne et ça a été
un cas qui est devenu suspect au sein même des urgences qui était censé non Covid. Donc tout ça pour préparer le personnel qu'il n'y a pas de risque zéro, il faut se préparer et c'est cette formation, ces différentes formations qui ont peu donc permis de baisser au moins le taux de panique chez les soignants et de réorganiser donc le travail, ne pas se jeter comme d'habitude avec une équipe assez nombreuse, de réduire l'effectif qui prend en charge le patient pour réduire le risque de contamination et de considérer tout patient comme étant un Covid jusqu'à preuve du contraire, même dans le secteur non Covid. Donc, le partenariat sociétal, j'y arrive. Pourquoi ce partenariat? Parce que il y a eu plusieurs intervenants qui ont déjà proposé leurs services, leurs possibilités d'aider la société civile, les différentes associations, les bénévoles, les scouts, le Croissant Rouge et même d'autres facultés, et que les moyens, ça a été réduit, surtout au début où on a senti qu'il y a un déni de la probable gravité extrême de cette pandémie. Parmi les premiers partenaires qu'on a eu, ça a été le Croissant Rouge qui est intervenu dans plusieurs points d'action des urgences. Là, ça a été l'entrée principale des urgences et l'agent du Croissant Rouge donc au box de prêterie. Même avec les équipes du SAMU, ses partenaires sociaux ou la société civile également, ici sur la photo, c'était le Croissant Rouge qui ont aidé, rien qu'en délimitant les secteurs ambulances pour les missions Covid et les autres, mais également dans la gestion de stock. Là, ça a été c'est le sous-sol de l'hôpital avec lequel l'équipe des urgences, on a collaboré pour différencier les différents kits à préparer en fonction des soins. Il y avait des kits complets avec les combinaisons, les masques FFP2, les lunettes et tout, et d'autres pour les box de consultation et qui nécessitaient pas forcément la combinaison où il n'y avait pas de risque d'aérosol, donc il n'y avait pas de haut risque de contamination et on a participé aux urgences avec l'équipe de gestion de stock, également avec le Croissant Rouge, de préparer, de donner les procédures de ces différents kits de protection. Avant même tout cela, même avec les jeunes médecins, donc avec l'OTGM, on a lancé un appel à ces jeunes médecins et ça a été dans l'un de nos bureaux au service où on a un peu commencé un appel aux dons des différentes associations pour les jeunes médecins de l'hôpital et ils ont répondu par présent et ils ont déjà vraiment, on leur a expliqué la nécessité de ces kits, donc ils ont préparé plusieurs kits comme on leur a expliqué et on a même réalisé plusieurs vidéos explicatives pour les jeunes médecins de la faculté avec des visioconférences également, comment s'habiller, quel kit utiliser pour quels soins, pour qu'ils soient plus conscients, pour diminuer le gaspillage également des moyens de protection et de les utiliser quand il le faut avec les bonnes manières, donc selon les recommandations. D'autres partenaires également, la Sociamed, les jeunes médecins encore une fois, qui nous ont aidés à élaborer plusieurs vidéos éducatives pour former la population. Donc, quel trajet, quel parcours, parce que la complexité dans notre structure, c'est qu'on a deux hôpitaux. Dans l'un, il y a les urgences, dans l'autre, il y a le centre Covid. Donc, avec ces différentes vidéos, avec la collaboration de la faculté et des jeunes médecins également, c'est un imprimé écran de la vidéo qu'on a faite pour expliquer quelle trajectoire, quel trajet prendre, à quelle porte se présenter chaque fois qu'on a des symptômes. Est-ce qu'il faut aller aux urgences ou au centre Covid? Là également, c'est un imprimé écran de la vidéo. C'est un étudiant en médecine qui jouait le rôle d'un patient, qui se présentait au box de prêterie et qui expliquait par la suite, qui prenait le trajet pour expliquer à la population qu'on a diffusé sur les différents réseaux sociaux donc dans la région. Donc, toujours à l'hôpital, on a collaboré avec cette société civile et là encore, c'est le Croissant Rouge pour la traçabilité et le traçage du parcours Covid au sein de l'hôpital. Tout à l'heure, j'ai montré la fiche du parcours intra-hospitalier et là, c'est avec ce traçage au sol pour que les soignants n'aient pas d'ambiguïté, quel trajet il faut prendre et ça a été des efforts également parce que les soignants ont été un peu submergés par d'autres tâches, donc ça a été laissé bénévoles auxquels on a expliqué le trajet et qui ont vraiment aidé dans le traçage de ce parcours Covid. Vous voyez là, c'est le trajet déjà finalisé avec
ce traçage en rouge. Et dans d'autres services, je suis certaine qu'il y a eu un peu les mêmes partenariats avec la société civile. La preuve, donc, à la région de Sahloul, la fierté de ce centre donc Covid aux urgences de Sahloul. Un autre projet similaire qui est en train d'être fait à l'hôpital régional de Guebs, encore une fois pour dresser un centre d'urgence Covid à Guebs. Et c'est encore une fois le partenariat entre société civile, les hommes d'affaires, les associations et les urgences pour faire avancer les choses et pour bien gérer donc cette épidémie. Donc, même la recherche, on y a pensé et elle a trouvé sa place puisqu'on a eu un partenariat avec plusieurs facultés. Ça a été également fait dans d'autres structures, dans d'autres services de soins intensifs également. Et on a un peu suivi donc le fléau, si on veut. Et c'était la nécessité qui nous a poussé à ce partenariat avec la faculté de l'ENIS de Sfax pour donc collaborer et imprimer ces pièces en 3D pour utiliser ces masques pour la ventilation non invasive au cas où on en aura besoin pour des patients Covid. Donc, encore une fois, la médecine d'urgence, c'est sous d'autres cieux, donc avec notre fierté, donc le jeune assistant, Dr Chatbri, avec l'équipe qui est partie donc en Italie. Là, encore une fois, ce sont les urgences qui rayonnent un peu partout, en intra-hospitalier, dans la société, mais également sous d'autres cieux avec ce groupe de médecins qui nous représentent en Italie. Donc voilà, si on a à retenir la place des urgences dans cette épidémie, il faudra soulever plusieurs défis parce que les urgences, d'habitude, ils sont vraiment plein de patients qui sont plus ou moins graves, oui, mais ce sont les urgences également qui arrivent à réorganiser leurs locaux, leur mode de travail et qui s'adaptent à plusieurs situations de crise, et les situations de crise, on les vit assez souvent. Tout passe par la formation, par le travail d'équipe, le leadership. Chaque fois qu'il y a un travail d'équipe et une formation, on arrive à dépasser cette panique, cette peur et à réorganiser assez rapidement. Ça a été fait en une dizaine de jours. Donc aux alentours du 12 mars, on a pu installer vraiment le plan Covid. Qu'est-ce qu'il faut faire, quelle société civile donc à laquelle il faudra s'adresser pour un peu commencer toute cette démarche de coopération, de partenariat sociétal. Donc, merci pour votre attention. Encore une fois, désolé pour ce bug. Je ne sais pas qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui est arrivé cette soirée. Encore une fois, félicitations pour toutes les interventions enrichissantes tout au long de la journée. Et effectivement, j'espère qu'on va s'en sortir en Tunisie de cette épidémie encore plus fort avec beaucoup plus de partenariats et d'union entre les différentes équipes. Merci.